Bonsoir, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de la République est arrivé donc aujourd'hui à Kampala, la capitale ougandaise, pour prendre part au sommet des pays contributeurs à la mission africaine de transition en Somalie. Et Djibouti, à l'instar du reste du monde, a célébré aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Et dans l'actualité internationale parlant climat, l'Espagne est en voie de pulvériser ses records de chaleur atteignant les 40 degrés Celsius. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé aujourd'hui en début de soirée à Kampala, la capitale ougandaise, où il prendra part demain, jeudi, aux travaux d'un jour du sommet des pays contributeurs de la mission africaine de transition en Somalie. Héritière de l'AMISOM, l'ancienne force investie en Somalie de janvier 2007 à mars 2022, soit 15 années, l'ATMIS, en place depuis le 1er avril 2022, incarne une mission plus offensive. Sa caractéristique principale consiste, contrairement à l'AMISOM, cantonnée à des missions d'interposition et de sécurisation des principaux responsables et édifices publics, à mener des opérations sur le front de guerre à l'encontre d'entités et groupuscules, notamment le groupe terroriste Al-Shabaab, contre-productif à la paix et à la stabilité en Somalie. L'objectif stratégique et final assigné à l'ATMIS est d'apporter un soutien substantiel au plan de transition de la Somalie qui prévoit la restauration d'une autorité pleine et entière de ce pays frère sur toute l'étendue de son territoire. C'est pourquoi, tout naturellement, l'ordre du jour principal de ce sommet des pays contributeurs de l'ATMIS à Kampala est dévolu à la réalisation d'une évaluation objective de l'action de l'ATMIS sur le terrain en Somalie. Il s'agit donc d'une réunion dédiée à apprécier le niveau de concours de l'ATMIS à la Somalie dans la quête légitime de ce pays à prendre intégralement, exclusivement les rênes de sa destinée sécuritaire. Sous l'égide de son président actuel, Hassan Sheikh Mahmoud, la Somalie a enregistré des résultats éminemment positifs sur le front de guerre l'opposant à la milice terroriste Al-Shabaab. Sur le principe d'offensive soutenue alliant ses forces armées et de sécurité ainsi que de milices volontaires issus de la société civile, le gouvernement somalien n'a de cesse d'étendre de plus en plus son autorité sur des pans nouveaux de son territoire autrefois placé sous le diktat des terroristes d'Al-Shabaab. Il doit particulièrement ses avancées à une politique intégrée mêlant un processus acharné de combat sur le terrain et un protocole de tarissement des sources multiformes de revenus des milices terroristes. La démilitarisation entamée récemment, notamment à Mogadiscio, s'ajoute par ailleurs à la gamme variée de mesures initiées en vue d'un retour optimal de l'ordre et de l'état de droit dans ce pays. Quand bien même l'armée somalienne monte de plus en plus en puissance, la question de sa vocation véritable à subvenir intrinsèquement dans un proche avenir, à l'horizon fin 2024, aux besoins inhérents à l'intégrité de l'ensemble des biens et des personnes réparties sur toute l'étendue de son territoire est entièrement posée. Cette préoccupation sera d'autant plus au centre des travaux du sommet de l'ATMIS à Kampala que le gouvernement somalien plaide ces jours-ci auprès d'instances partenaires, notamment l'Union africaine et les Nations unies, le principe d'une extension de 2 ans du mandat de l'ATMIS. Outre la République de Djibouti, l'ATMIS intègre des troupes issues de l'Éthiopie, du Kenya, de l'Ouganda et du Burundi. En marge de sa participation au sommet de l'ATMIS à Kampala, le président Guelleh s'entretiendra, comme à l'accoutumée, en aparté avec les principaux responsables politiques du pays hôte, notamment avec le président ougandais Yoweri Museveni. Il s'entretiendra également en marge avec plusieurs autres de ses homologues chefs d'État et de gouvernement participant comme lui au sommet des pays contributeurs de l'ATMIS à Kampala en Ouganda. Et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf, et le ministre de la Défense Hassan Omar Mohamed Burhan ont pris part à la réunion ministérielle des pays contributeurs de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, connue sous l'acronyme ATMIS, à Kampala en Ouganda. Cette réunion préparatoire a abordé plusieurs sujets à l'ordre du jour, ainsi que les projets et décisions qui seront examinés par les chefs d'État et gouvernement des pays contributeurs de la mission de transition de l'Union africaine
africaine en Somalie. Au cours de la réunion, des ministres des Affaires étrangères et ministres de Défense des pays membres de l'ATMIS et plusieurs sujets et feuilles de route qui seront examinés lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la force ATMIS ont été abordés, notamment l'évaluation de niveau de réalisation ainsi que la situation globale en matière de sécurité en Somalie compte tenu du retrait imminent du système ATMIS, intensifier les efforts et les combats contre le groupe terroriste Al-Shabaab, renforcer également la coordination et les formations des forces de l'armée nationale somalienne pour prendre le relais et permettre ainsi le retrait progressif des forces de l'ATMIS. Outre Djibouti, plusieurs pays contribuent aux forces de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, notamment l'Éthiopie, le Burundi, le Kenya et l'Ouganda. À noter que l'ambassadeur en Éthiopie et représentant de notre pays à l'Union africaine, Abdi Mahmoud, et le général de brigade, le général Tahir Ali Mohamed, ont pris part à cette réunion. Et dans un mot prononcé donc à l'occasion de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a remercié le ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda pour l'accueil chaleureux qui a été réservé donc à la délégation djiboutienne et a remercié également le président ougandais Museveni d'avoir organisé le sommet des chefs d'État et gouvernement. Nous avons examiné l'état actuel de la situation en Somalie, a déclaré le ministre. Je voudrais saisir cette opportunité pour louer les efforts des forces armées somaliennes et leurs progrès réalisés sur le terrain pour prendre le contrôle de la totalité du territoire somalien et vaincre ainsi le groupe terroriste. Le ministre a félicité la mission ATMIS pour sa contribution et la mise en œuvre et à la réalisation de la stratégie nationale de stabilisation de la Somalie, notamment en assurant la sécurité requise et renforcer les capacités institutionnelles des forces armées somaliennes qui veillent à ce que tous les efforts déployés pour soutenir et pour réussir et mener à bien le plan de transition pour la Somalie et la stratégie nationale de stabilisation afin d'assurer la coordination, l'unité d'objectifs, la cohérence et la complémentarité des efforts de toutes les parties prenantes. Le ministre a saisi cette occasion pour féliciter le président somalien Hassan Sheikh Mohamud qui a réussi à surmonter les défis et challenges pour atteindre ses objectifs en collaboration avec les forces armées membres de l'ATMIS qui assument la pleine responsabilité de la sécurité et de la stabilité de la Somalie. La mission de la force de l'ATMIS vient à un moment crucial où il est essentiel de mettre en place un plan en vue de remettre en état et la préparation et la planification pour faciliter le retrait progressif des forces membres de l'ATMIS et accélérer ainsi l'autonomisation des forces mobiles et pour renforcer les capacités des forces armées somaliennes. L'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis et représentant permanent de Djibouti au Conseil des Nations Unies a fait une déclaration sur la situation au Soudan. Je vous propose de l'écouter. I have the honor to make this statement on behalf of the IGAD ambassadors here in New York. J'ai l'honneur de faire cette déclaration au nom des ambassadeurs de l'IGAD, ici à New York. À la lumière des événements actuels au Soudan, le groupe d'ambassadeurs des États membres de l'autorité intergouvernementale pour le développement à New York souhaite déclarer ce qui suit. Le groupe note avec préoccupation le conflit en cours au Soudan qui a entraîné des pertes civiles et des destructions des biens et exhorte les dirigeants des partis à écouter l'appel à cesser immédiatement et sans condition les hostilités et à désamorcer les tensions pour donner une chance à la paix conformément aux résultats de la 40e Assemblée extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue virtuellement le dimanche 16 avril 2023. Il rappelle également la communication du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine lors du 1149e réunion tenue le 16 avril 2023 sur la situation au Soudan. Le groupe souligne la position de l'Union africaine sur la situation actuelle au Soudan et la nécessité pour les parties d'embraser rapidement une solution pacifique à un dialogue inclusif pour résoudre leurs différends afin de promouvoir la stabilité et de respecter les souhaits du peuple soudanais en faveur de la restauration de la démocratie, de la constitutionnalité, de l'État, des droits et la liberté, ainsi que le rejet de toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures du Soudan. Le groupe appelle tous les acteurs et partenaires à se rallier derrière l'effort de médiation régionale et à apporter un soutien maximal pour faciliter la visite à Khartoum de 3 chefs d'État, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh de Djibouti, le président William Ruto du Kenya et le président Salva Kiir du Sud-Soudan, qui sont prêts
prêt à lancer des pourparlers entre les parties dès que les conditions de sécurité le permettent. Le groupe se facilite de l'annonce d'un trêve humanitaire de 3 jours en réponse à l'appel du secrétaire général de l'ONU à l'occasion de la Eid el-Fitr. Il se réjouit également de la trêve nationale de 112 heures négociée par les États-Unis qui a débuté hier à minuit pour permettre un accès humanitaire sans entrave à la population civile. Nous espérons que les parties respecteront la trêve et travailleront de bonne foi avec les médiateurs pour négocier et conclure une trêve permanente dès que possible. To negotiate and conclude a permanent ceasefire as soon. Et c'est enfin donc le soulagement pour les citoyens européens qui ont pris donc l'avion hier soir à destination de Paris. Évacuation du Soudan en toute sécurité vers Djibouti et terre d'échange et de rencontres. Les ressortissants européens ont quitté hier soir l'aéroport de Djibouti vers minuit à destination de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle où ils sont attendus. Au total, ce sont 245 citoyens européens, toutes nationalités, parmi elles donc des nombreuses familles composées de femmes et enfants ainsi que le personnel travaillant dans l'humanitaire au Soudan qui ont pris ce vol. Ces personnes prises dans l'engrenage des combats entre les deux parties au conflit au Soudan étaient soulagées en arrivant à Djibouti après avoir traversé des épreuves difficiles. Ils ont été soutenus par l'ambassade européenne et les autorités djiboutiennes qui leur ont fourni le soutien matériel nécessaire et moral jusqu'à l'embarquement. En arrivant à l'aéroport, les forces de sécurité chargées de la gestion dans la gendarmerie nationale et la police nationale ont facilité les formalités d'embarquement pour les citoyens européens dont certains étaient éprouvés par les péripéties de l'évacuation qui s'est déroulée dans des conditions rudes. En arrivant à l'aéroport pour embarquer, certains passagers européens ont fait part de leur soulagement et ont remercié les autorités djiboutiennes pour leur soutien et leur hospitalité. D'autres passagers ont promis de revenir à Djibouti dans d'autres circonstances, très touchés par l'hospitalité légendaire djiboutienne. L'évacuation se termine de façon parfaite à Djibouti, qui nous a accueillis en comprenant ce que sont les évacués, en comprenant que la détresse des gens qui ont quitté Khartoum après avoir tout perdu. Et Djibouti nous a accueillis avec patience, avec gentillesse, avec le sourire, avec l'hospitalité djiboutienne. Et je remercie sincèrement du fond du cœur les autorités djiboutiennes de nous avoir donné cette hospitalité. La délégation de l'Union européenne nous a permis d'assurer la liaison avec les autorités djiboutiennes. Écoutons également donc les différentes réactions et impressions des passagers européens qui ont pris le vol vers Paris hier soir. Les autorités djiboutiennes qui nous ont très bien accueillis, ils nous ont fait sentir à la maison. C'est vraiment, on a eu de la chance. Et donc je remercie les Français et les Djiboutiens qui nous ont bien sauvés et évacués de Khartoum. Sûrement une ville très accueillante, les gens très sympas et une bonne mémoire. Je vais garder un bon souvenir. On a été très bien accueillis, c'est très apprécié. Donc merci et puis au plaisir de revenir à Djibouti dans des circonstances différentes. Merci beaucoup. Là, à l'aéroport, nous avons un très bon souvenir. L'accueil était très bien, les gens étaient très coopératifs et ça nous a donné une très bonne impression de ce pays. Je voudrais remercier beaucoup le Djibouti parce que c'est brusquement que vous avez reçu aussi un très grand nombre de personnes avec une hospitalité exceptionnelle et à nous accueillir dans une forme très spéciale que je ne vais jamais oublier. Oui, je vraiment voudrais remercier le gouvernement et le peuple djiboutien. Et depuis la guerre au Soudan, la République de Djibouti est très sollicitée pour soutenir les opérations d'évacuation des ressortissants étrangers vers Djibouti. Pour la plupart, ces derniers temps, l'aéroport international de Djibouti est devenu un point de chute pour les avions de nombreux pays en charge des opérations d'évacuation de ces ressortissants qui sont de passage. Pour relever le défi, tous les services chargés de la gestion de l'aéroport de Djibouti ont été mobilisés. C'est ainsi que les cadences de travail des différents services tels que la tour de contrôle, l'aviation civile, les forces de sécurité, dont la police et la gendarmerie chargées de la sécurité sont en alerte pour gérer le trafic aérien, le débarquement des ressortissants évacués du Soudan ainsi que les embarquements vers leurs pays respectifs. Les éléments de la gendarmerie et de l'aéroport sous le commandement du capitaine Rokia ont renforcé leur mission de sécurisation et de filtrage des passagers lors de l'arrivée et départ à l'aéroport de Djibouti. Face à la situation, dans certains passagers donc sur le coup de l'émotion et du stress dû aux épreuves subies lors de l'évacuation, les éléments de la gendarmerie
gendarmerie apportent leur soutien aux passagers lors de l'embarquement en rendant souples les formalités tout en respectant les contrôles réglementaires en vigueur dans les aéroports internationaux. Par ailleurs, face à l'affluence de l'arrivée et au stationnement de nombreux aéronefs, les éléments de la gendarmerie effectuent des rondes de sécurité sur la piste de l'aéroport. Outre leur mission de filtrage, les éléments de la gendarmerie effectuent également des missions d'orientation et assistance pour les ressortissants étrangers évacués donc du Soudan en guerre et qui transitent par l'aéroport de Djibouti. À l'instar des autres services chargés de la gestion de l'aéroport, les éléments de la gendarmerie, sous les ordres du capitaine, sont en pointe dans les différentes missions de filtrage et de sécurisation, d'orientation et d'assistance aux passagers transitant par Djibouti, très sollicités ces derniers temps. Ce fut donc ainsi 3 jours intenses de travail acharné à l'aéroport international de Djibouti, de gros avions militaires en provenance de la Norvège, de la Suède, des États-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon et du Canada qui ont atterri à Djibouti. Et ils ont été stationnés donc sur les pistes en attendant le départ vers le pays frère qui est le Soudan pour évacuer leurs ressortissants. Comme de nombreux pays de la communauté internationale, les diplomates et le personnel humanitaire de ces pays ont été consignés de se préparer à l'évacuation via la République de Djibouti. Plus d'une centaine de ressortissants sont arrivés à Djibouti, sains et saufs en toute sécurité. Pour Djibouti, cette initiative a été impulsée par le président de la République. Ainsi, à l'unisson, les autorités djiboutiennes n'ont ménagé aucun effort et ont mobilisé d'importants moyens. Les forces armées et de sécurité ont quant à eux donc pris toutes les mesures nécessaires et ont été à pied d'œuvre. Le personnel de l'aéroport et de la tour de contrôle durant ces 72 heures ont été débordés pour gérer l'afflux des avions qui atterrissaient. En somme, une organisation et une préparation minutieuse des autorités. Et suite à cela, l'ambassadrice de l'Union européenne et auprès de l'IGAD, Sylvie Tabès, a tenu hier à remercier le chef de l'État pour avoir permis donc d'accueillir des ressortissants étrangers sur le sol djiboutien. Djibouti, a-t-elle déclaré, a une fois de plus démontré qu'elle était une terre d'échange et de rencontres. Ils sont plusieurs pays qui ont dans ce même sillage félicité la République de Djibouti pour son intervention. Djibouti, ont-ils tous rappelé, en substance, a été une lueur d'espoir à un moment critique pour nous et nous en sommes reconnaissants. Et maintenant, donc, faisons un bref retour au Soudan où la situation semble calme depuis que le cessez-le-feu est entré en vigueur. Une lueur d'espoir qui a pour conséquence que la population s'approvisionne en eau et en nourriture. Après 11 jours d'affrontement, aujourd'hui, nos frères du Soudan font face à une pénurie de nourriture, d'eau, de médicaments et de carburant, en particulier à Khartoum et dans les régions avoisinantes. Selon l'ONU, 24 000 femmes devraient accoucher dans les semaines à venir et font face à d'extrêmes difficultés dans l'accès aux soins, alors que selon le syndicat des médecins, près de 3/4 des infrastructures sanitaires sont hors service. Et l'Organisation des Nations Unies prévient que le combat au Soudan risque d'aggraver la crise humanitaire en catastrophe. C'est un commentaire de Samata Saïd. Sont en train de rapidement transformer une crise humanitaire déjà grave en catastrophe, a déclaré mardi l'adjoint du secrétaire général de l'ONU pour les affaires humanitaires. Ce qui se passe au Soudan depuis le 15 avril, lorsque les affrontements entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide ont éclaté, est un cauchemar pour les citoyens ordinaires et les travailleurs humanitaires, a-t-elle dit lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au Soudan. Ce conflit ne fera pas qu'approfondir ses besoins. Il menace également de déclencher une toute nouvelle vague de défis humanitaires. Les combats entravent massivement et mettent en péril les opérations d'aide. Une crise humanitaire est en train de se transformer rapidement en catastrophe. Plus de 450 personnes ont été tuées et plus de 4000 autres blessées. L'ONU fait fonctionner un centre à Nairobi, au Kenya, pour soutenir sa réponse rapide et se prépare à l'afflux des réfugiés dans les pays de la région, a-t-elle rappelé, ajoutant que des dizaines de milliers de personnes sont arrivées en République centrafricaine, au Tchad, en Égypte, en Éthiopie, au Soudan Sud. Dans l'actualité nationale, à présent, suite du lancement du réseau de recherche internationale de la Muraille Verte et sous l'égide du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, la présidente directrice générale de l'Institut française de recherche pour le développement, Valérie Verdier, et le représentant de l'Agence panafricaine de la Muraille Verte et le directeur du CERD ont tenu une conférence de presse sur les tenants et aboutissants du réseau de recherche internationale de la Muraille Verte. Et les intervenants ont répondu successivement aux questions relatives donc à la Muraille Verte et à la
constitution du réseau Rosette GMV posée par les reporters présents et les confrères de la presse écrite. Il est à rappeler que plusieurs journalistes africains ou européens ont rejoint la conférence de presse via les réseaux en ligne. Une verte a été lancée. La République de Djibouti, comme les autres pays parties prenantes, ont été sollicités pour préparer un petit peu leur plan d'action, leur stratégie et leur plan d'action. Et ceci a été fait à travers le ministère de l'Environnement et le CERD y a contribué aussi. Donc définir les zones qui allaient concerner pour lier le reste de la Grande Muraille Verte, mais aussi en même temps faire tout le bilan de la situation par rapport aux problématiques qui se posent. Besoin des populations locales, besoin en ressources en eau, quelles sont les terres arables, quelles sont les technicités d'irrigation, etc., etc. Les enjeux ont été particulièrement définis déjà depuis 92, le sommet de Rio, et toutes les étapes qui ont été prises, etc. 22, en octobre, le ministère, à travers le CERD, a mis en place l'Observatoire de recherche sur l'environnement et le climat, qui est en fait une démarche régionale très large auquel participeront donc les scientifiques de la région, parce qu'il n'existe pas à l'heure actuelle une entité, un organe scientifique qui permette aux scientifiques de la région de participer ensemble. Aujourd'hui, le lancement de l'IRM est aussi une contribution en ce sens, de réfléchir, d'amener les scientifiques autour d'une même table ou à travers ce réseau-là, de pouvoir réfléchir et de savoir comment on peut résoudre les problèmes des bénéficiaires sur le terrain. Suivons à présent l'intervention de la présidente directrice générale de l'Institut IRD. L'Institut de recherche pour le développement a une présence, disons, historique sur le continent et au travers d'un réseau de dispositifs, mais surtout de représentants, de représentants de l'IRD. Donc c'est à peu près 16 représentants, représentantes au travers du continent. Et puis des dispositifs sur lesquels nous investissons, c'est-à-dire des laboratoires mixtes internationaux ou des jeunes équipes associées à l'IRD, ou encore des doctorants, l'appui à des doctorants, l'appui à des mobilités sud-nord mais aussi sud-sud. Donc tout cela, et Oumarou l'a montré tout à l'heure dans sa présentation, il y a eu un investissement important depuis une vingtaine d'années, enfin depuis le démarrage de la GMV, mais bien avant, dans les domaines de l'eau, de l'agroécologie, des sciences humaines et sociales. Donc c'est à travers ces dispositifs qui sont co-construits de manière équitable avec nos partenaires que nous apportons un certain nombre de connaissances, en tout cas qu'on contribue aux connaissances et puis aussi à la formation des jeunes. Il y a plus de 6000 jeunes qui ont été formés de doctorants avec un soutien de l'IRD au travers du continent. En janvier 2021, il a été annoncé 19 milliards de dollars qui doivent accompagner l'initiative pour 5 années. Des bailleurs de fonds, une dizaine, se sont prononcés sur ce montant pour accompagner, comme je l'ai dit, l'initiative. Au même moment, il a été mis en place ce qu'on appelle l'accélérateur de la Grande Mer Verte, sur la Grande Mer Verte. Cet accélérateur qui a pour mission d'accompagner la mobilisation des ressources auprès des pays suivant les annonces de financement qui ont été effectuées. À ce moment, je pense qu'il y a une situation qui est là. Il y a un montant qui a été mobilisé, mais aujourd'hui, l'accélérateur est en train de faire le bilan exact de mobilisation des ressources. Et de son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a indiqué que ce projet s'inscrivait dans la lutte contre les crises climatiques et à améliorer les conditions de vie tout en préservant les agro-écosystèmes dans 11 pays du Sahara et du Sahel. Nous attendons, c'est que nous puissions tous travailler ensemble et apporter notre connaissance scientifique. Je parlais de ce matin de recettes, pas de recettes de cuisine, mais de recettes qui ont marché et qu'on peut s'échanger. Ça, c'est la première chose, mais également d'accueillir, d'échanger avec des chercheurs qui travaillent sur cette thématique et de s'enrichir mutuellement. Maintenant,
Que peut apporter Djibouti? C'est déjà l'appui politique. Vous avez vu ce matin, le Premier ministre était là. Le président de la République, au mois d'octobre, a inauguré ce grand observatoire de recherche régional pour le climat et l'environnement. Ce que nous pouvons apporter, c'est également recevoir des étudiants, des chercheurs, optimiser nos moyens scientifiques et techniques pour un véritable partenariat. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que la recherche est au cœur du développement, pas uniquement pour la GMV, mais dans tout ce qu'un pays peut avoir comme rêve de réalisation et de développement. Tout, ce n'est pas la mobilisation dans le verbe, dans la présence, c'est également dans l'action. C'est pour ça que accompagner la recherche, financer la recherche, créer des infrastructures, c'est quelque chose qui peut permettre la concrétisation de ce que nous voulons faire. Et puis identifier des partenaires fiables dans la recherche. On parle de l'IRD, bien sûr, mais également identifier d'autres partenaires qui pourraient nous permettre d'avancer. Dans l'actualité également, à l'instar des pays membres de l'Organisation mondiale de la santé, la République de Djibouti a commémoré hier mardi dans la localité de Wéa, dans la région d'Arta, la journée mondiale de lutte contre le paludisme sous le thème « Il est temps de parvenir à 0 cas de paludisme ». La cérémonie donc, de commémoration officielle de cette journée a été présidée par le ministre de la Santé, avec à ses côtés les autorités de la région d'Arta, les représentants de l'OMS, du PNUD et la société civile. En dépit des efforts consentis au quotidien contre cette maladie, le paludisme demeure un problème crucial de santé publique en République de Djibouti. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé. Il a poursuivi son intervention en indiquant qu'il était nécessaire donc de s'engager dans les plus hautes autorités et des leaders à tous les niveaux, particulièrement les communautés civiles. Le ministre de la Santé a informé que notre pays a progressé dans son aptitude à lutter contre le paludisme en mettant à la disposition de la communauté avec des approches combinées dirigées contre le paludisme. Par ailleurs, à l'occasion de cette journée mondiale contre le paludisme, le ministère de la Santé, en collaboration avec l'OMS et le PNUD et le Fonds mondial, a organisé à Wéa et ses environs une campagne de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides et de longue durée d'action. Le ministre de la Santé, accompagné de ses invités, a fait une visite des différents services du poste de santé de Wéa pour discuter avec le personnel médical. Il a également rencontré les responsables de la société civile de Wéa pour s'informer de leurs besoins concernant le domaine de la santé. Et après avoir souhaité la bienvenue au ministre de la Santé, les deux responsables de la région d'Arta, le préfet et le président du conseil régional, ont focalisé leurs interventions sur la nécessité impérieuse de renforcer le domaine de la prévention et de la lutte antivectorielle dans les zones rurales. Marque le démarrage de toutes les semaines d'activité de sensibilisation. Alors, parmi les luttes que nous portons contre le paludisme, s'inscrit d'abord la sensibilisation, le changement de comportement. Chacun et chacune d'entre vous doit livrer une guerre sans merci contre le paludisme. C'est-à-dire la propreté, lutte contre les ordures, le flambeau et tout ce qui sème le moustique. C'est ça, la lutte contre le paludisme. Cet événement marque chaque année ce fléau, le paludisme qui tue beaucoup en Afrique, qui est un fléau qui touche tous les continents africains et pour lequel le gouvernement tente chaque année de débloquer de débloquer des sommes importantes et de mener des infrastructures dans la lutte contre le paludisme. Donc, nous sommes très heureux de participer avec vous
pour cet événement et de saluer les efforts consentis non seulement par notre gouvernement et par vous-même, Excellence, mais aussi par tous nos partenaires. Je vous propose à présent de suivre les interventions du représentant du PNUD et de l'OMS. Un grand honneur et un plaisir de participer avec vous à la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette maladie est considérée comme l'une des plus mortelles de l'histoire de l'humanité. Vous le savez, c'est un fléau face auquel le monde entier, et le continent africain en particulier, lutte avec détermination. On estime quand même que l'Afrique, à elle seule, regroupe 95% des cas et 96% des décès dus au paludisme. À Djibouti, le paludisme est, comme partout ailleurs en Afrique, un problème de santé publique majeur. Cependant, les efforts concertés du ministère de la Santé et de ses partenaires, comme notamment le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ainsi que le système des Nations Unies, portent leurs fruits. En effet, en 2 ans, les 2 dernières années, le nombre des cas de paludisme a diminué de 45%. Dans le monde, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, insistera sur le 3e volet, qu'est la mise en œuvre, et aussi sur l'importance cruciale d'atteindre les populations marginalisées grâce aux outils innovants et aux stratégies dont on dispose actuellement. Les pays touchés par le paludisme et les partenaires sont vivement encouragés à mettre en œuvre les outils et les stratégies recommandées par l'OMS, mais tout en faisant un effort de contextualisation pour toutes les personnes exposées au paludisme et en particulier les populations les plus vulnérables. Mais nous devons tous ensemble s'armer et mieux s'outiller afin d'aider la population et notamment les plus marginalisés à se protéger contre le paludisme. La solidité de nos systèmes de santé sera le fondement de la réussite des interventions contre le paludisme. Et enfin, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, a longuement détaillé les enjeux de la lutte contre le paludisme qui, au-delà des aspects sanitaires, constituent un frein au développement du pays. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin, ici à Ouéa, pour célébrer la journée mondiale dédiée à la lutte contre le paludisme. Djibouti se joint au reste du monde en ce jour du 25 avril 2023 pour lancer un cri à la population djiboutienne de se lever comme un seul homme afin de concourir au thème « Il est temps de parvenir à 0 cas de paludisme ». Grâce à la lutte acharnée de la population djiboutienne, mais également du ministère de la Santé, des interventions de lutte antivectorielle ont été menées, à savoir la pulvérisation intradomiciliaire dans différents quartiers de la capitale, mais également dans les régions, la distribution des moustiquaires partout donc à Djibouti, la destruction des gîtes larvaires dans les zones sensibles. Cette journée mondiale de lutte contre le paludisme donc, est célébrée chaque année et elle constitue un événement inédit et elle attire l'attention de la communauté djiboutienne que le paludisme constitue un lourd fardeau sur les familles, les communautés et le développement socio-économique des ménages. Une telle synergie qui est impulsée par le gouvernement donc, de Djibouti avec à sa tête le chef de l'État, Haj Ismaël Omar Guelleh, et qui utilise tous les moyens nécessaires pour arriver à l'élimination du paludisme et contribuer donc à l'atteinte des objectifs de développement durable tels que l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Et toujours en nouvelle nationale, dans le cadre de la journée du livre 2023, un atelier de contes pour plusieurs dizaines de jeunes de l'école primaire du quartier 6, dans le cadre du projet Dégrade de l'UNFD, a été organisé. Des poètes et conteurs djiboutiens et somaliens ont tous montré les meilleurs de leurs contes aux élèves. Des célébrations se tiennent partout dans le monde pour démontrer le pouvoir magique des livres, un lien connectant le passé et l'avenir, un pont entre les générations et les différentes cultures. La journée du livre est un événement annuel célébré le 23 avril et organisé par l'UNESCO,
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture pour promouvoir la lecture, la publication et les droits d'auteur. Les élèves de l'école primaire ont tous été émus par les découvertes de nouveaux contes de la part de ces auteurs. Aujourd'hui, on est à la Bibliothèque nationale et les Archives nationales dans le cadre du Salon du livre de Djibouti, du premier Salon du livre de Djibouti. Et aujourd'hui, dans la programmation, il était prévu de raconter des histoires aux enfants, des contes et également des phrases linguistiques pour leur permettre de bien prononcer leur langue. Et donc, on était 3 conteurs à raconter des histoires aux enfants. Et c'est ainsi que la journée s'est bien passée. On a eu beaucoup d'élèves qui sont venus d'écoles comme 4-7 bis ou La Plaine ou également Barbara 3, paraît-il. Et voilà, donc ça s'est bien passé. On a raconté des histoires, les enfants étaient attentifs, mais ils étaient motivés aussi à nous écouter. Et donc ce qu'on veut, c'est que la culture, la culture, justement, ce salon a été organisé pour donner l'occasion aux enfants de découvrir les livres. Et donc, j'ai montré mes livres et ils ont visité, la Bibliothèque nationale et ils ont vu que c'est un lieu où ils peuvent venir, leurs parents peuvent les emmener pour lire les livres. Voilà. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, les travaux de l'atelier de discussion sur la stratégie nationale des ressources éducatives libres battent leur plein depuis hier au Palais du Peuple. Les groupes de réflexion planchent sur 4 thématiques principales découlant des recommandations sur les ressources éducatives libres de l'UNESCO. Les débats ont permis d'analyser les forces et les faiblesses ainsi que les opportunités et les menaces dans divers domaines d'action. Il s'agit essentiellement de renforcer les capacités des parties prenantes pour créer, consulter, réutiliser, adapter et redistribuer les ressources éducatives libres, mais aussi l'élaboration des politiques d'accompagnement, la favorisation d'un accès effectif, inclusif et équitable à des ressources éducatives libres de qualité et enfin de promouvoir et renforcer la coopération internationale. Donc, renforcer les capacités professionnelles des parties prenantes du REL ou de ressources éducatives libres. Donc nous sommes en train de réfléchir, ce n'est pas un groupe tout simplement des cadres du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons la société civile, nous avons une représentation en tout cas de l'enseignement supérieur. Donc c'est un échantillon représentatif parce que les ressources éducatives libres touchent effectivement toute une communauté des pratiques. Et c'est pour cette raison que dans ce groupe 2, on réfléchit sur une des recommandations de l'UNESCO, en tout cas sur les 5 recommandations de l'UNESCO, portant sur le renforcement des capacités des personnels, mais aussi donc, un volet sur les relations internationales. Et en nouvelles du monde, à présent, c'était dans les titres de cette édition parlant au climat. L'Espagne envoie de pulvériser ses records de chaleur avec 40 degrés Celsius en ce mois d'avril. La suite dans cette séquence. De chaleur devrait être battue cette semaine en Espagne. Jeudi et vendredi, la température pourrait atteindre 40 degrés Celsius dans la vallée en Andalousie, une valeur jamais atteinte si tôt dans l'année. Au-delà du symbole, cet événement s'inscrit dans la continuité d'une tendance inquiétante. Les thermomètres montrent dans le pays et les étés grignotent le printemps en raison du changement climatique. Les risques d'incendie devraient être au plus haut dans les prochains jours. Et la chaleur n'arrange rien à la sécheresse sans précédent qui frappe le pays. Jeudi et vendredi, les 30 degrés devaient être dépassés sur toute la moitié du sud du pays. Dans la vallée, en Andalousie, la région la plus au sud. Le thermomètre devrait dépasser les 35 degrés Celsius vendredi. Si elle continue à monter, la chaleur pourrait atteindre les 38 ou 40 degrés dans cette zone. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.